Pour vous informer, on commence avec le déploiement bientôt des troupes par différents pays pour renforcer la brigade d'intervention internationale de l'ONU. Après l'Afrique du Sud, la Tanzanie a confirmé qu'elle enverrait ses troupes en République démocratique du Congo malgré les menaces du M23 qui, au fond, redoutent cette force neutre. Suivez. Environ 800 militaires tanzaniens seront déployés en République démocratique du Congo, a attesté devant la presse Assa Mambwene, directeur des informations à la chaîne publique tanzanienne. Ces troupes qui doivent se joindre à leurs homologues sud-africains et malawites auront pour rôle fournir du renfort à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La Tanzanie, le Malawi et l'Afrique du Sud ont décidé d'envoyer leurs troupes en RDC suite à des plaintes présentées par des pays des Grands Lacs selon lesquelles les casques bleus ont fait très peu pour rapporter la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette brigade comptera 3069 hommes qui seront chargés de la protection des civils et à laquelle sera intégrée la brigade onusienne. Chaque pays va contribuer à envoyer un bataillon d'infanterie de 850 soldats, ce qui fait 2550 hommes. Il restera 519 qui seront repartis en une compagnie d'artillerie, une compagnie de forces spéciales et une compagnie de reconnaissance, a expliqué le porte-parole de la MONUSCO Munubai. Il a précisé que la brigade exécuterait sous le commandement d'un général tanzanien. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté depuis le 28 mars une résolution créant une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'Est, en tête desquels le mouvement du 23 mars, une rébellion soutenue par le Rwanda et l'Ouganda voisins, des allégations démenties jusqu'ici par ces pays. Justement, à ce sujet, nous sommes en ligne avec Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Alors, la Tanzanie est le troisième pays après le Malawi et l'Afrique du Sud à confirmer l'envoi de ses troupes pour renforcer la brigade spéciale malgré les menaces du M23 qui s'oppose farouchement à l'envoi de cette force neutre et qui se dit prêt à l'affronter. Est-ce qu'on devrait prendre au sérieux ces menaces? Je ne pense pas que ces menaces soient à prendre au sérieux. Je pense que pour ceux qui étaient déjà nés dans les années 60, on se souvient d'une situation presque analogue lorsque la sécession katangaise a été sommée de déposer les armes par l'Organisation des Nations Unies. C'était aussi une résolution du Conseil de sécurité. On a entendu le numéro 1 de la sécession, M. Moïse Tshombe, menacer les Nations Unies de disparition. Mot pour mot, il a dit si les Nations Unies attaquent la gendarmerie katangaise, ce sera la fin des Nations Unies. Et 48 heures seulement après, on voyait M. Tshombe en train de signer sa reddition entre les mains d'un général indien des Nations Unies. Donc, ce sont des mots peut-être pour s'encourager que le M23 raconte. Il n'y a aucune possibilité pour le M23 de s'opposer à la résolution 2098 ou de se battre même contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies ou d'imposition de la paix. Je pense que ce sont des menaces qui procèdent plus d'une guerre psychologique ou du désespoir de ceux dans le M23 qui n'ont rien à gagner avec la paix parce qu'ils sont poursuivis pour leurs crimes qu'autre chose. Comme annoncé par le ministre des Affaires étrangères dernièrement, devra être déployé d'ici la fin du mois d'avril sous la présidence du Rwanda à l'ONU. Pensez-vous que ce déploiement sera effectif? Le déploiement est en train même d'être préparé. L'état-major est déjà sur place. On connaît le nombre des troupes qui seront mises à disposition. Et laissez-moi vous dire que la mise en œuvre d'une décision du Conseil de sécurité ne relève pas des hasards de la présidence mensuelle du Conseil. Le Conseil a décidé, et je pense que celui qui a la présidence n'intervient même pas dans l'exécution. Ce sont les pays qui ont été chargés de cela, ou à la limite l'administration des Nations Unies, c'est-à-dire le secrétaire général adjoint qui a la charge des opérations de maintien de la paix, qui sont à la manœuvre. Donc je ne vois pas le lien entre la présidence du Rwanda du Conseil de sécurité pour le mois d'avril et le fait que ce pays puisse empêcher ou retarder ce déploiement. Il n'y a vraiment aucune relation. Merci Lambert Mende d'avoir répondu. Nous vous rappelons que vous êtes porte-parole du gouvernement.
Et le Rwanda n'est pas d'avis pour l'envoi de cette brigade d'intervention internationale de l'ONU en RDC. Selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, cette brigade pourra avoir un rôle de dissuasion, mais le plus important est le processus politique. Revenons sur la motion de censure contre le gouvernement Matata qui a été rejetée pour n'avoir pas réuni le nombre requis des signatures, au moins 125 pour une Assemblée nationale qui compte 500 députés. Une quarantaine des signataires se sont rétractés, un acte qui a rendu nul les chances d'aboutissement de cette motion. C'est le constat qui s'est dégagé lundi après-midi lors de la plénière consacrée à l'examen de la motion du député de l'UNC Mayo en présence du Premier ministre et des membres de tout son gouvernement. À la base de cette ambiance électrique, dans la salle des congrès du Palais du Peuple, l'annonce et la lecture in extenso d'une quarantaine de lettres des députés nationaux, signataires de la motion des censures, majorité tout comme opposition, qui, à la grande surprise de plusieurs observateurs présents dans la salle, ont retiré leur signature. Et les réactions des députés sont allées dans tous les sens. Je suis triste pour la journée d'aujourd'hui, telles que les choses se sont passées, en énervant la Constitution et notre propre règlement intérieur. Je crois qu'il faut, avec ça, on a rabaissé le niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a tout galvaudé pour faire plaisir au gouvernement. C'est décevant, mais bon, les hommes sont ceux qu'ils sont. Il y aura une réunion du groupe dans les 48 heures et on prendra la décision qu'il faut. Mais cela étant, on a bien vu qu'ils ont retiré leur signature. Il faut se poser la question, pourquoi l'ont-ils retiré? Nous n'étions que dans la procédure et cette procédure a été entachée d'irrégularité parce que pour qu'on examine, qu'on soumette la question sous discussion de la motion de censure, il faut 125 signatures. Et comme il y a retrait des signatures, c'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé à 100 et on ne pouvait pas poursuivre. Pour nous, le gouvernement Matata doit continuer parce que le Premier ministre Matata fait très bien son travail. Initialement appuyée par 137 députés de l'opposition et ceux de la majorité, la motion des censures de l'UNC Mayo n'a gardé que 95 signatures dites constantes. Avec une telle moisson, l'essor de cette motion est désormais scellé et la démarche elle-même stoppée net. Et du coup, le Premier ministre Matata Ponyo et son gouvernement semblent être à l'abri d'une menace, même si rendre compte au peuple de sa gestion reste non seulement un exercice démocratique, mais aussi un devoir permanent de tout citoyen ayant une parcelle de responsabilité. C'est le triomphe de la démocratie lorsque on est Premier ministre, on dispose d'un gouvernement de la majorité et qu'il y a une motion de défiance, il y a une motion de censure. Le peuple, à travers les députés, a le droit d'exercer, en tout cas, sa volonté. Les attentes du député Baudouin Mayo et celles de ses collègues étaient nombreuses, mais la décision des 42 autres signataires a tout simplement chambardé la démarche. Quelle leçon Matata Ponyo et ses ministres ont-ils tiré de cet exercice démocratique? Question pertinente, mais pendante. Peut-être la réponse dans les jours qui viennent. Et au-delà du débat qui s'est déroulé à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à l'extérieur, les partisans des partis politiques de la majorité présidentielle étaient à l'attente d'une victoire du Premier ministre. Parmi eux, ceux de la FDC. Retour sur cette ambiance dans cet élément. C'est une ambiance qui rappelait l'époque des gouvernements Gizenga et Muzitu, qui à chaque convocation dans l'une des chambres du Parlement avaient le soutien des partisans. Le cas cette fois-ci des partisans de la majorité présidentielle venus soutenir l'équipe Matata. Parmi eux, ceux de la FDC, présents avec une forte délégation. Ils s'étaient amassés devant le Parlement avec des drapeaux et banderoles, solidarité oblige. Deuxième force de la majorité présidentielle, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le parti cher à Bahati Lukwebo Modeste, ministre du Travail, avait aligné ses partisans
qui, comme dans une rencontre de football, chantaient pendant qu'à l'intérieur, le match se jouait. Nous sommes conscients des œuvres que le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et toute son équipe, ensemble sont en train de produire sur le terrain. Voilà. Pour ce parti qui compte au Parlement avec alliés 42 parlementaires, le mot d'ordre était le même, comme le voulait la majorité présidentielle, soutenir le Premier ministre. Encourager le gouvernement. Nous nous sommes engagés à soutenir le président de la République et le Premier ministre. Et le choix du président, donc, nous devons le soutenir. Impossible. La majorité présidentielle respecte la Constitution et la démocratie. Ce qui s'est passé en est une preuve. Le gouvernement Matata poursuit donc son action et promet de continuer à travailler dans la transparence et dans la bonne gouvernance, ce dans l'intérêt du peuple congolais. Une mission donc réussie pour tous ses partisans puisque la motion n'a pas abouti. En France, Jérôme Cahuzac a abandonné son poste de député, mettant ainsi un point final au suspense sur ses intentions concernant son éventuel retour à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre du Budget a indiqué qu'il a eu besoin de ce temps pour mesurer la faute morale commise et estime que la gravité de cette faute ne lui permet pas de rester parlementaire. Cahuzac avait quitté le gouvernement le 19 mars et avoué le 2 avril qu'il avait détenu un compte bancaire en Suisse transféré depuis à Singapour. En sport, avec le judo, vous le savez, le compte à rebours a commencé pour les nations qualifiées au 34e championnat d'Afrique des Nations de la spécialité qui aura lieu du 15 au 21 avril à Maputo, au Mozambique. Un challenge auquel la RDC ne pourra plus participer, faute des moyens pourtant qualifiés à cette joute. Une nouvelle qui n'arrange pas le président de la Fédération congolaise de judo, Francis Bimwala, qui en appelle aux autorités politiques. Pas de solution, pas de réponse, rien du tout, même pas IOA. On a introduit le dossier. Dites-le nous. Quel est le problème? Des inquiétudes et indignations de Francis Bimwala, président de la Fédération congolaise des judo, qui se justifie du fait que les judokas de la République démocratique du Congo ne pourront pas se rendre à Maputo, au Mozambique, faute de moyens, les dossiers étant bloqués au ministère du Budget. Ça fait presque 3 semaines que notre dossier est bloqué au niveau du... pas bloqué, et au ministère de budget pour aller aux finances. Ça passe pas, pourquoi? Soit disant que l'ordre n'a pas été donné par le Premier ministre. Selon les informations reçues. Mais quel est le problème? Qu'on nous le dise. Visiblement déçu et très fâché de la manière dont les dossiers de sa fédération peinent à franchir les 2 étapes cruciales, les finances et le budget, pour le décaissement des fonds, Bimwala Francis se demande pourquoi seulement 3 disciplines sont prises en compte quand il s'agit des déplacements à l'étranger. Vous connaissez ce schéma de 3 fédérations. Ça voilà bientôt 3 ans, il n'y a que le 3 qui continue à exécuter le budget du ministère des Sports. Voilà justement. Vous bloquez le sport. Vous bloquez le sport. Mais on est surpris que le dossier est bloqué chez lui-même. C'est mon coco. Et pourtant, la CAN Junior de Maputo est une transition pour mieux préparer le tournoi de la francophonie dans quelques semaines. Dans cette situation, la République démocratique du Congo est en tout cas perdante. La CAN Junior, c'est la transition pour le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie où le Congo actuellement dirige la francophonie. Où à la tête, c'est le président Joseph Kabila Kabange. Est-ce que vous le savez? Et maintenant, nous allons partir à un jeu de la francophonie sans préparation. Un cri d'alarme du numéro 1 du judo congolais qui semble retentir un peu en retard, mais rien n'est encore trop tard pour un gouvernement qui sait honorer les sportifs qui font la fierté de la RDC à l'étranger. Et puis sachez qu'après avoir été incarcéré pendant près de 10 jours pour meurtre sur une fille en Israël, Lofo Bongeli a recouvré sa liberté lundi. L'international congolais a été innocenté par la justice juive après qu'une enquête ait été diligentée sur l'affaire. Selon le journal L'Objectif, paru ce mardi 16 avril à Kinshasa, Serge Lofo Bongeli n'y était pour rien. Voilà pourquoi la justice israélienne l'a libéré lundi après 10 jours d'incarcération. Lui qui pourtant était accusé pour meurtre d'une fille de nationalité éthiopienne. Or, la défunte, jetée le 4 avril dernier au rez-de-chaussée de l'appartement qu'occupe l'international congolais, avait plutôt des relations amoureuses confuses avec Alain, l'ami de Lofo. C'était donc logique que l'ancien sociétaire de Mazembe et de V-Club soit mis aux arrêts pour raison d'enquête, selon L'Objectif qui cite par ailleurs Biémé Okuka, l'épouse de Bongeli.
Après une série d'examens faits sur base des empreintes digitales, le meurtrier a été découvert par la justice à l'issue des confrontations des empreintes de Lofo et celle d'Alain, son ami avec qui il partage le même appartement, à l'hôtel Carmel Netanya, en Israël. En fin de compte, il s'est révélé qu'Alain avait battu copieusement l'Éthiopienne sous les effets de colère et Lofo sera donc innocenté grâce notamment